arrivé à ma femme Laetitia et moi, c'est que pendant longtemps, on s'est dit, bon, ben, on veut aller en Allemagne, et l'Allemagne, en travaillant dans les startups comme moi, c'est Berlin. Voilà. Et en plus, The Family avait un bureau à Berlin jusqu'à une date très récente. Euh, et en fait, à un moment, on a baissé les bras. On s'est dit, en fait, non, Berlin, c'est pas une ville qui nous enthousiasme pour plein de raisons. Les gens sont pas très sympathiques. C'est loin, en fait, géographiquement. C'est plus proche de la Pologne que de la France. Les aéroports sont épouvantables. Je sais qu'il y en a un nouveau qui vient d'ouvrir que je ne connais pas, mais Schönefeld et Tegel, c'est les pires aéroports d'Europe, je pense. Euh, et, euh, et puis le système scolaire est catastrophique à Berlin. Enfin bref. Donc, en fait, à cette époque-là, on s'était plutôt dit, non, finalement, on va rester à Londres. Londres, c'est une ville extraordinaire, très, très belle, très cosmopolite, très connectée au monde entier, vibrante, comme disent les anglo-saxons. Une ville où on a adoré vivre. Et finalement, on a été irrité par l'atmosphère xénophobe qu'il y avait autour du Brexit. Je me rappelle, mon épouse, à l'automne 2019, a explosé de colère quand elle a lu un article sur un speech de Priti Patel, qui est la Home Secretary, la ministre de l'Intérieur, qui disait avec le Brexit, on va pouvoir fermer les frontières et soumettre tous les étrangers à des contrôles drastiques, et on va leur pourrir la vie pour être sûr que s'ils sont là, c'est vraiment qu'ils ont leur place en Grande-Bretagne, etc. Et là, je me rappelle, Laetitia avait explosé de colère. Elle a dit, mais il y en a marre de tous ces connards, en gros, pardonnez mon langage. Euh, on n'a qu'à partir et trouver un autre endroit où s'installer. Et donc, on a commencé d'étudier, puisqu'on avait exclu Berlin, on a commencé d'étudier la carte d'Europe, le Portugal, l'Italie, la Suisse, que sais-je. Et puis finalement, on s'est dit, mais attends, en Allemagne, il y a d'autres villes que Berlin, et on devrait peut-être regarder ces villes. Et donc, on a beaucoup balancé entre Munich et Hambourg, et finalement, on a décidé Munich. Et Munich tombe très bien maintenant, pour plein de raisons. Alors, une raison pour laquelle ça tombe mal, c'est que c'est la ville la plus chère d'Allemagne. Comme par hasard, on est toujours attiré dans les endroits qui coûtent le plus cher. Mais ça tombe bien, d'abord parce que The Family a fermé finalement son bureau à Londres, son bureau à Berlin, comme tous ses bureaux d'ailleurs, l'année dernière, du fait du confinement, et pour passer en complètement en remote. Ensuite, l'écosystème des startups allemands est en fait très éclaté, très distribué. On plaque sur l'Allemagne cette idée que, comme en France et comme en Grande-Bretagne, tout se passe dans la capitale, mais en fait, la capitale a un léger avantage en termes de présence institutionnelle. Donc, Google, par exemple, a son siège allemand à Berlin. Beaucoup de fonds de capital risque ont leur siège à Berlin, mais en fait, l'écosystème est très distribué parce que l'Allemagne est un pays très décentralisé, où les gens ne se concentrent pas dans une seule région, pas dans une seule ville. Et donc, il y a en fait autant de startups, voire plus, à Munich qu'à Berlin. Et puis ensuite, Munich, c'est vraiment c'est une très belle ville, beaucoup plus chaleureuse que Berlin. Plus c'est la, c'est la Méditerranée allemande, en quelque sorte, enfin, la côte méditerranéenne allemande. Et puis, il y a les montagnes, les lacs. Enfin, Venise est à 6 heures de route, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et surtout, gros avantage par rapport à Berlin, pour nous, c'est qu'on peut aller à Paris en train. Ça prend 6-7 heures, donc c'est long, mais c'est faisable. Et en fait, ça prend autant de temps que l'avion, parce que si on ajoute à se rendre à l'aéroport, faire la queue, machin. Euh, et, euh, et on avait commencé d'être sensibilisé à Londres par plein de gens qui disaient, parce qu'à Londres, on se déshabitue de l'avion parce qu'on prend l'Eurostar pour aller à Paris, en fait. Et quand on doit reprendre l'avion, on se dit, oh là là, l'avion, c'est quand même beaucoup plus pénible et beaucoup moins confortable que le train. Et donc, l'idée d'aller en Allemagne et de devoir recommencer à prendre l'avion nous traumatisait un peu. Et finalement, Munich nous permettait, en théorie, de rester fidèle au train. Sauf que, évidemment, moi, je n'ai pas pris un train depuis un an du fait de la pandémie. Mais bon, tout ça reprendra un jour. Par curiosité. Pardon, j'ai pas entendu le début de la Non. phrase. Et du coup, simple question, est-ce que tu apprends l'allemand ou tu parles l'allemand? Alors, moi, c'est un peu particulier. Donc, moi, j'ai une partie de ma famille en Allemagne, donc j'ai baigné à l'occasion de visites familiales fréquentes en Allemagne dans la langue allemande depuis très longtemps. J'ai séjourné pendant un an à Munich,
en année de césure en école d'ingénieur, donc à 98-99. Et donc, à l'époque, j'étais fluent en allemand. Depuis, je n'ai pas du tout pratiqué, mais en fait, je comprends les conversations assez facilement. J'ai du mal à me remettre avec cette grammaire difficile, le verbe à la fin, c'est des réflexes qu'il faut reprendre. Pour l'instant, j'avoue que dans l'Allemagne confinée, j'ai très peu d'occasions de pratiquer l'allemand. Et je soupçonne qu'un peu comme c'était le cas à Londres, quand on commencera à tisser des liens sociaux ici, ce sera beaucoup avec des gens venus du monde entier, en fait, qui ne sont pas forcément des Allemands et avec lesquels on parlera plutôt anglais. Donc, je ne sais pas encore si je vais... je pense qu'à terme, mon réapprentissage de l'allemand se fera par mes enfants, en fait, qui vont commencer à devenir trilingues, à avoir un allemand parfait. Et comme ils le font en anglais, ils vont commencer à se moquer de mon accent et à m'apprendre des choses. Je vois. Jules, tu as une question? Bonjour, bonjour Nicolas et merci pour cette participation. Comme tu parles effectivement de The Family qui a fermé ses bureaux, j'aimerais t'exprimer peut-être, enfin te poser une question à ce sujet, en exprimant aussi un ressenti personnel. J'étais complètement fan de l'univers de The Family depuis quelques années. Je suivais vraiment énormément tous les podcasts, les newsletters. J'ai déjà eu quelques rendez-vous dans les locaux de Parisiens, rue du Petit Musc, etc. Mmh. Et j'avoue que le, l'image que j'avais de la boîte a changé la boîte me tient un peu moins à cœur aujourd'hui avec la fermeture des bureaux. Et j'aimerais avoir un petit peu, toi, ton ressenti et ta stratégie sur comment faire pour changer de ce modèle, justement, un modèle où il y a beaucoup d'événementiels et il y a beaucoup de chaleur humaine qui se dégageait de The Family, de l'univers euh, enfin, débridé, débordant et génial. Et comment vous essayez de transmettre ça en digital et comment vous essayez de rétablir cette folie en ligne, tu vois, et comment peut-être moi me rattacher avec ça. Oui, oui. Alors, très bonne question, hein. C'est une transition qui a été vraiment forcée par le Covid parce que, comme tu en as fait l'expérience, du coup, je comprends, je le comprends. La vie de famille, c'était une vie faite d'événements, de réunions, de workshops, de rassembler des gens dans un lieu, que ce soit notre grand bureau à Paris, notre plus petit bureau à Berlin ou notre encore plus petit bureau à Londres. Euh, et ça a longtemps reposé là-dessus. On a été forcé de tout fermer, de mettre une partie de notre équipe au chômage partiel du fait du confinement. Et en fait, je pense qu'on a eu la chance, comme beaucoup d'entrepreneurs l'ont fait, de prendre très vite des décisions radicales, en fait. Et la raison pour laquelle c'était facile de prendre pour nous de prendre la décision radicale de fermer nos bureaux, c'est que ces bureaux nous pesaient depuis longtemps. D'abord, les dirigeants de Family y étaient de moins en moins, soit parce qu'ils étaient au travail, en déplacement, pardon, soit parce qu'ils étaient en fait de plus en plus connectés au monde extérieur. Et quand on travaille avec le monde extérieur, avec des interlocuteurs qui sont à Londres, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, en Asie, aux États-Unis, évidemment, en fait, il faut se plonger dans une expérience du travail qui est radicalement différente. On est beaucoup à faire des mails, on est beaucoup à échanger sur Internet et on a besoin pour ça de calme et de concentration. Et donc, on a observé cette tendance qu'il y avait de moins en moins de gens de The Family dans les bureaux de The Family parce que les gens de The Family soit n'étaient même pas dans la ville en question, soit cherchaient à s'isoler en travaillant chez eux ou en travaillant dans des endroits plus calmes que ces bureaux. On a été sans cesse dérangés par... Voilà. Et par ailleurs, ces bureaux, ils nous posaient un problème de positionnement, en fait, parce que depuis 2015, on avait la ferme ambition de devenir ce qu'on appelait à l'époque une société d'investissement pan-européenne, c'est-à-dire qui investit depuis ses bases à Paris, Londres, Berlin, dans toute l'Europe. Et en fait, ce flagship qu'on avait à Paris, à la rue du Petit Musc, était pour nous comme un boulet en fait, qui nous empêchait de concrétiser ce positionnement. Les gens nous voyaient toujours comme « Ah oui, les Français qui ont un super bureau, qui ont des super locaux à Paris », à tel point que moi j'ai habité 5 ans à Londres, mais il m'est arrivé plus d'une fois qu'un Londonien
ayant pris l'Eurostar, arrivant à Paris, m'écrivent un mail en disant « Ah, je suis à Paris aujourd'hui, est-ce que je peux passer te voir, prendre un café pour faire enfin connaissance ?» Et donc, ces gens-là, je leur disais « Mais dude, I live in London, so on prendra un café ici quand tu reviens, en fait. » Et parce qu'il y a cette, voilà, il y a cette hypothèse sous-jacente. En fait, les gens, avant le Covid et même après le Covid, ont énormément de mal à décorréler la nationalité des gens de la nationalité ou du pays d'établissement de leur entreprise et de leur rayon d'action en termes de faire du business, en fait. Et surtout en Europe, où il est considéré comme normal pour quelqu'un qui est basé à Londres de faire du business dans toute l'Europe, mais quelqu'un qui est basé à Paris, par définition, on considère qu'il fait du business qu'en France. Et quelqu'un qui est basé à Berlin fait du business qu'en Allemagne, peut-être un peu en Pologne, qui n'est pas très loin. Et quelqu'un qui est basé dans les pays nordiques fait du business dans les pays nordiques et dans le monde entier, parce qu'ils ont cette capacité à rayonner. Mais le cliché qui est plaqué systématiquement sur les Français basés en France, c'est qu'ils ne s'occupent que de la France. Un Français basé à Londres, c'est différent, mais The Family, bien que ce soit depuis 6 ans maintenant une société dont la société de tête est britannique, et on avait des locaux à Londres, et on était plusieurs à habiter à Londres, dont moi. Voilà, c'était tellement dur de faire passer le message. Non, nous sommes à Londres, nous opérons dans toute l'Europe, malgré nos accents français. Et on s'est dit, ce confinement, c'est une aubaine, ça nous règle 3 problèmes en un, ça nous permet de nous débarrasser de ces bureaux où on ne met presque plus les pieds, ça nous permet de réduire nos coûts fixes de façon assez substantielle, et ça va enfin résoudre notre problème de perception, positionnement, où on va pouvoir affirmer haut et fort, en construisant le bon réseau, en créant la bonne stratégie de contenu, qu'on est dans le cloud et qu'on cherche des opportunités d'investir et de travailler avec des entrepreneurs, où qu'ils soient, et maintenant, même pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Très clair. Du coup, Tristan, tu as une autre question? Oui, donc déjà merci pour votre intervention. Moi, je suis étudiant en Sciences Po en première année du collège universitaire et je suis très intéressé par le monde de l'entrepreneuriat. Et je me suis dit que je pourrais faire un stage pendant mes vacances d'été dans un startup pour connaître ce monde. Et je voulais en général vous demander qu'est-ce que vous avez comme conseil pour quelqu'un comme moi qui voudrait connaître et qui voudrait un jour se lancer dans ce monde. Le monde des startups, aujourd'hui, il est devenu foisonnant. En fait, la voie royale pour rentrer dans le monde des startups, ça reste de créer sa propre startup. Beaucoup de gens nous demandent, oui, mais avant de sauter le pas et de basculer et de créer ma propre boîte, j'aimerais apprendre, etc. Et ces gens-là, en général, on les classe dans la catégorie des gens qui ne sont pas des vrais entrepreneurs. En fait, les vrais entrepreneurs, ceux qui réussissent le mieux, de notre expérience, c'est ceux qui ne se posent pas une seule question. En fait, ils ne laissent aucune question les retarder dans leur route. Enfin, ils ne laissent aucune question constituer un détour dans leur chemin vers l'entrepreneuriat. Ils se lancent tout de suite, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être au début avec des bouts de ficelle, de façon un peu oblique, mais voilà, ils ne cherchent pas à avoir cette approche méthodique en disant, avant de créer ma boîte, je veux avoir une expérience dans la vente, puis aussi une expérience de managériale, puis ceci, cela. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir entrepreneur. Et justement, aujourd'hui, il y a une grosse différence par rapport à l'expérience que j'ai eue, moi, quand j'ai cherché à rejoindre le monde du numérique en 2010. C'est que maintenant, des startups qui recrutent, il y en a plein. Et il y en a de toutes les tailles qui recrutent dans tous les secteurs et dans tous les profils. Une startup, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une entreprise animée d'une certaine culture, qui a une certaine approche de son marché, mais ça peut être dans la construction, ça peut être dans les transports, ça peut être dans la santé, ça peut être... C'est maintenant dans toute l'économie qu'on trouve des startups. Donc, les opportunités d'être recruté en startup, si on veut rejoindre ce monde sans se sentir forcément l'âme d'un entrepreneur, elles sont très nombreuses. Après, il y a des problèmes de
de transition pour les gens qui ont passé trop de temps dans le monde de l'entreprise traditionnelle parce qu'ils ont un problème de culture. Ils sont difficiles à manager dans les startups, en fait. Ils passent dans un univers où le mode de management n'est pas le même, où la culture n'est pas la même, où la façon de communiquer n'est pas la même. Et donc, nous, à une époque, on avait créé créer un SaaS pour permettre aux employés qui s'ennuient aux salariés qui s'ennuient dans les entreprises traditionnelles de devenir des salariés de start-up. On avait créé un programme SaaS qu'on a appelé Lyon, qui existe toujours, que vous trouvez sur le site johnlyon.com, je ne sais plus, et qui en gros ont 3 mois tous les samedis pour apprendre au contact d'entrepreneurs ce que c'est que le monde des startups. En gros, il n'y a pas grand-chose à apprendre, mais il y a une sorte de conversion mentale à un univers très différent à faire pour pouvoir donner libre cours à ce qu'on aime faire, exercer ses compétences, etc. Donc ça, c'est Lyon. Alors, ce n'est pas pour dire que tout le monde doit faire Lyon et que c'est un préalable pour rejoindre le monde des startups comme salarié, mais c'était parce qu'on avait identifié ce besoin à une époque. Mais maintenant, beaucoup de progrès a été fait. Le monde des startups, il est encore mieux connu. Les patrons de start-up ont appris à recruter de façon plus ouverte et plus diverse, en cessant de mettre la barre trop haut en termes de il faut porter les bons vêtements et avoir le bon mindset et savoir utiliser les bons outils. Et puis, les gens qui ne sont pas dans le monde des startups savent mieux à quoi s'attendre quand ils rejoignent le monde des startups. Alors, d'ailleurs, je mentionne au passage que de Lyon, on a dérivé un livre qui s'appelle Le livre de la jungle, qui a été coécrit par Annabelle Bignon, qui est la dirigeante de Lyon, et son collègue à l'époque, qui est maintenant mon directeur financier, qui s'appelle Younes Rarbaoui. Voilà, enfin bref, mais ça, Lyon et le livre de la jungle, ce sont 2 ressources parmi 1001 ressources qui permettent de se préparer à rentrer dans le monde des startups. Et les startups, par définition, elles embauchent à tour de bras, en fait. Elles n'ont jamais assez de candidats. Donc, il est en fait assez facile de trouver un job en startup. Ce qui est plus difficile, c'est d'être certain d'atterrir dans la bonne, c'est-à-dire celle où l'ambiance de travail est bonne, où le management est respectueux des gens, et en plus, il y a un énorme potentiel de croissance qui va se réaliser, qui va permettre à tout le monde de devenir très riche et d'apprendre plein de choses. Donc ça, bon, c'est un peu la loterie. C'est difficile à prédire à l'avance, mais les opportunités ne manquent pas et la porosité entre les différents univers est beaucoup plus grande qu'elle l'était il y a 5 ans quand on a créé Lyon et encore plus qu'il y a 10 ans quand moi j'ai cherché à rejoindre ce monde. Peut-être une question adjacente à cette problématique. Tu es ingénieur, toi, tu as fait cette formation d'ingénieur donc à la sortie de Sciences Po NA. Peut-être que c'était plus naturel pour toi, mais j'imagine que pour beaucoup de diplômés en sciences sociales, donc du coup de Sciences Po, ils disent que c'est quand même un monde plus ou moins éloigné de ce à quoi ils se prédestinent, plutôt peut-être au concours administratif, tout ça. Donc, est-ce qu'il y a une voie particulière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui leur permettrait de raccrocher? En fait, une bonne partie de ce problème est réglée depuis longtemps par ce qu'on peut même qualifier maintenant de surabondance de contenu pour tout apprendre sur absolument tout dans le monde des startups, y compris des sujets techniques. Après, moi, c'est vrai que j'ai fait des études d'ingénieur, mais moi, je suis arrivé... enfin, moi, j'étais un littéraire chez les ingénieurs. En fait, j'étais bon partout. J'étais bon en maths, j'étais bon en français. J'étais bon dans toutes les matières. Et donc, je suis arrivé chez les ingénieurs. Je ne suis pas vraiment sorti du lot, ni en maths, ni en physique, ni en chimie. Par contre, j'étais vraiment meilleur que la moyenne sur toutes les matières non scientifiques. Et donc, même si j'étais content d'avoir rejoint Télécom Bretagne et le monde de la nouvelle économie, etc., j'ai aussi beaucoup souffert parce que toutes les matières trop techniques ne m'intéressaient absolument pas à l'époque. À tel point que j'ai failli redoubler ma 2e année d'école d'ingénieur, ce qui m'aurait barré la route de Sciences Po. Ma vie aurait été complètement différente. Mais bref, tout s'est bien passé finalement, mais vraiment, j'ai beaucoup souffert sur les manuels d'antenne et de traitement du signal et des trucs comme ça. Donc, tout ça pour dire, et en plus, je n'ai jamais vraiment pratiqué. J'ai fait un peu comment on appelait ça, de l'avant-vente technique chez Siemens à Munich, où je faisais du passage d'informations entre les techniciens qui étaient dans la grande tour de Siemens, les Bavarois,
Voilà, il fallait aller les voir pour soutirer des informations techniques sur les autocommutateurs que les commerciaux français cherchaient à vendre à des grands opérateurs télécoms en France. Et donc moi, j'étais le passeur d'informations. En fait, je prenais les questions des commerciaux français et je les reformulais pour obtenir l'information des ingénieurs allemands. C'était un bon entraînement, mais je ne peux pas dire que j'ai pratiqué quoi que ce soit qui était technique à l'époque. J'ai fait de la traduction entre techniciens et non-techniciens. Et ensuite, juste avant de rentrer à Sciences Po, enfin, je savais que j'étais admis à Sciences Po, j'avais 3 mois devant moi, je me suis fait embaucher en SS2I pour mettre de l'argent de côté. Et donc, j'ai codé pendant 3 mois dans une SS2I, sans dire que j'avais prévu de démissionner juste avant la rentrée à Sciences Po. Ça les a beaucoup décontenancés quand je leur ai annoncé ça. Mais voilà, donc à part ça, voilà, j'ai pas eu beaucoup d'expérience technique. Mais malgré tout, il reste quand même quelque chose de tout ça, c'est-à-dire une capacité, voilà, à aborder les problèmes avec un esprit d'ingénieur, à décortiquer les problèmes en sous-problèmes, à catégoriser, à être méthodique dans l'analyse qu'on en fait, plus une certaine pratique du code, c'est-à-dire je sais ce que c'est qu'écrire un programme informatique, que de le compiler, que de le débugger, bref. Et donc tout ça, moi, ça m'a permis, quand j'étais patron de start-up, de faire un peu d'architecture logicielle, c'est-à-dire je dessinais des systèmes voilà, en découpant les modules et pour répartir le travail entre des développeurs. Et puis, non pas à comprendre vraiment ce que faisaient les ingénieurs, les développeurs, je n'étais pas capable de lire le code et de le débugger, mais au moins de comprendre à quoi ils étaient confrontés, donc de pouvoir donc, plus ou moins les manager, en fait. Voilà. Mais donc ça, c'est ce que j'ai amené, mais ça, c'était il y a 10 ans. Et en 10 ans, il y a 2 choses qui ont changé. La première chose, c'est que créer une startup, ça dépend du secteur. Hein. Il y a des startups techniquement très pointues, notamment dans les secteurs où il y a du hardware ou des deep tech, comme on appelle. Mais beaucoup de startups qui sont dans le pur logiciel ne requièrent pas de compétences pointues de la part du dirigeant, enfin, il y a beaucoup de marketing, de vente, de conception produit dans les startups qui ne mobilisent pas du tout de savoir-faire d'ingénieur. Par ailleurs, même si on veut apprendre des choses d'ingénieur, maintenant, on n'a pas besoin de faire prépa école. On va sur YouTube, on trouve les meilleures conférences, on va lire les billets de blog. Et quand on devient un peu plus pointu, on rentre sur les forums pour poser les questions, etc. Et vraiment, sur Google, il y a toutes les réponses à toutes les questions formulées dans toutes les langues, surtout en anglais. Voilà. Si on est à l'aise en anglais, on peut tout apprendre en quelques semaines ou en quelques mois. Et moi, j'encourage beaucoup les gens à se faire une culture générale, en fait, dans tous ces domaines, notamment sur l'architecture logicielle, à comprendre le cloud, qu'est-ce que c'est qu'une API, qu'est-ce que c'est qu'un langage de haut niveau, de bas niveau, et qu'est-ce que c'est que le no-code, voilà, et plein d'autres choses comme ça. Très clair. Du coup, il y a une autre question dans le chat. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est souvent dit à propos des startups. On y va pour un peu changer le monde, changer les choses. Donc, selon toi, peut-être comment on s'y prendrait, par où commencer, quoi rejoindre ou quoi monter éventuellement. Et est-ce que tu aurais des conseils justement pour les jeunes générations idéalistes peut-être? Tu veux dire des conseils pour aborder le monde des startups et pas, alors, pas mettre trop d'espoir en fait dans... En tout cas, dans la question qui a été posée, c'est pour changer le monde, où vaut-il travailler en fait? En fonds de VC, rejoindre, monter sa propre startup? Alors, bonne question. Hein. Cette histoire de changer le monde, moi, c'est ce qui m'a fait revenir aux startups. C'est-à-dire, parce que je ne suis pas rentré dans les détails là-dessus, mais quand j'ai fini mes 4 ans à l'inspection, je suis sorti comme tous les inspecteurs des finances, en fait, complètement démoralisé de ces 4 ans, parce que le métier des inspecteurs des finances, c'est de passer par tranche de 3 mois, beaucoup de temps à étudier en profondeur un problème complexe de politique publique, à écrire un rapport qui est très fouillé, qui propose au ministre une solution. En général, cette solution, elle est étayée par des chiffres, elle est benchmarkée avec ce qui se fait dans des pays étrangers, elle est le résultat de travaux de réflexion très aboutis après des entretiens avec des dizaines et des dizaines de personnes.
Et donc, quand on écrit un rapport et qu'on propose une solution au ministre, on est en général convaincu, voilà, que c'est ce qu'il faut faire. Et on propose une feuille de route. Et en général, le destin de ces rapports, c'est que c'est pas qu'ils servent à rien, mais ils finissent par servir après avoir sédimenté pendant de nombreuses années, parce que ces rapports, c'est un peu comme dans le travail de recherche académique, en fait. Ces rapports sont lus par des générations suivantes d'inspecteurs des finances qui s'en inspirent, et puis à un moment, le temps d'une idée arrive, voilà, et elle est finalement mise en œuvre. Mais avant ça, il y a beaucoup d'inspecteurs des finances frustrés qui pensaient avoir proposé la bonne idée et qui voient que leur idée est complètement écartée par la ministre parce que ça coûte trop cher, ça se heurte à trop de résistance, c'est risqué politiquement, que sais-je. Voilà. Donc ces gens-là, en général, finissent démoralisés. Ils disent « j'ai passé 4 ans à proposer des solutions à tous les problèmes et toutes ces solutions ont systématiquement été écartées par des dirigeants politiques pusillanimes qui pensent qu'à leur réélection et au sondage de la semaine prochaine, etc. » Et donc, parce qu'ils sont démoralisés, en général, ils cherchent des échappatoires. Donc, il y a ceux qui disent, bon, bah, puisque de toute façon, rien ne marche et rien n'est possible, bah, je vais partir dans le privé et gagner plein d'argent. Ou bien, il y a ceux qui disent, bah, puisque rien ne marche, je vais faire de la politique pour changer les choses par le haut. Et donc, ça, c'est Macron, typiquement. Et puis moi, j'ai pris cette voie un peu originale, mais parce que je connaissais le monde des startups et que je l'ai redécouvert fort de l'expérience que j'avais eue 10 ans avant, je me suis dit, en fait, je commence à comprendre. Je pensais rejoindre les hautes sphères de l'administration, Bercy, etc., et pouvoir changer le monde de là. En fait, je m'aperçois que ce n'est pas possible. Enfin, à l'époque, c'était quoi? C'était qui était ministre? Thierry Breton. Ouais, bref. Vraiment, rien n'était possible. Et donc, et Sarkozy qui faisait du cinéma toute la journée. Tout en dilapidant l'argent du contribuable. Enfin bref. Donc c'était vraiment très démoralisant. En fait, le décalage entre les grands discours et la réalité clientéliste, dérisoire de ce qui se faisait vraiment. Donc je me suis dit, je me suis trompé en fait. J'ai passé 10 ans à me préparer à un truc qui n'est pas du tout là où on change le monde. Et en fait, en regardant Facebook et tout ce qui se passe maintenant dans la Silicon Valley, je comprends que c'est là qu'on change le monde. Donc c'est pour ça que je voulais absolument rejoindre ce monde-là. Pour l'anecdote d'ailleurs, quand j'ai arrêté ma start-up 2 ans plus tard, c'est Hollande qui était président. Et donc moi, il venait d'arriver à la présidence. Et c'était le moment où se formaient les cabinets ministériels du premier gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Et donc moi, qui avait beaucoup fait d'engagement politique à gauche, machin, à ce moment-là, j'avais demandé à mon épouse, j'avais dit, mais quand même, j'ai passé 10 ans à me préparer à ça, genre rejoindre un cabinet ministériel dans un gouvernement de gauche, c'est maintenant ou jamais, en fait. Mais en même temps, j'avais vu travailler des gens en cabinet, j'avais vu leur souffrance, leur nuit blanche, l'absence totale de résultats, leur divorce, leur alcoolisme, que sais-je. Enfin, bref. Et donc, ma femme Laetitia m'a dit, écoute, entre nous, je comprendrai, je te soutiendrai si tu voulais y aller pour aller travailler pour Obama, qui réforme le système de santé. Mais là, franchement, c'est François Hollande. Donc, mon conseil, c'est qu'il faut trouver autre chose. Et bien m'en a pris, puisqu'il n'est pas plus sorti de choses de la présidence de Hollande que de celle de Sarkozy. Et d'ailleurs, il ne sort pas grand-chose non plus, comme vous le voyez, de celle de Macron. Donc à l'époque, voilà, le sentiment, c'était qu'on changeait beaucoup plus le monde en rejoignant l'économie numérique qu'en travaillant pour les pouvoirs publics. Après, on est passé par la phase un peu de désillusion, c'est-à-dire c'est devenu un cliché de dire on change le monde, make the world a better place, etc. Et beaucoup de startups, en réalité, font pas du tout ça. C'est des startups qui saisissent des opportunités de surfer sur une vague où le numérique arrive dans un secteur et tout est une question d'exécution, mais on ne change pas fondamentalement la vie des gens. Néanmoins, il y a quand même, voilà, l'un dans l'autre, à l'échelle agrégée, en fait, tout cet univers change le monde de plein de manières. Encore une fois, pas dans chaque startup, mais une fois qu'on rejoint une startup, on se sent appartenir à un monde et avoir des valeurs communes avec des gens qui changent effectivement le monde. Parfois par hasard, parfois par ambition, détermination absolue, en exécutant un plan longuement mûri comme Jeff Bezos, etc. Et il existe aujourd'hui Jeff Bezos dans des
qui explorent des nouvelles frontières, en fait, et qui feront la même chose et des choses aussi spectaculaires dans d'autres secteurs, sur d'autres sujets. Et on appartient au même monde si on est patron de start-up. Après, je pense qu'il faut être plus modeste dans ses aspirations. En fait, il faut se dire, quand on rejoint une start-up, qu'on voilà, on quitte le Titanic, on monte dans une chaloupe. Donc, on est au moins rassuré sur le fait qu'on ne va pas sombrer avec le vieux monde et qu'on a peut-être une chance de s'en sortir, mais une petite chaloupe, elle va être ballottée par les vagues, elle ne va peut-être pas aller bien loin, ou elle va peut-être être surchargée et couler, j'en sais rien. Voilà, rien ne dit qu'on va changer le monde, mais la probabilité est plus forte. Et au moins, on est porté par cette transition qui avance méthodiquement, parce que c'est ça la réalité de changer le monde. Hein. Les historiens disent beaucoup ça, ils disent l'histoire se focalise trop sur les grands hommes, les grandes batailles, les intrigues politiques et tout ça, mais ils disent enfin, à l'échelle de l'histoire, tout ça n'a aucune importance. Ce qui change vraiment le monde, c'est le commerce et la technologie, en fait. Et ça se fait sur des cycles très très longs, mais qui sont en fait très impressionnants parce qu'ils sont inexorables. Ça se passe dans tous les pays de la même façon. Certains pays le prennent bien, d'autres le prennent mal. Ça redistribue les cartes entre les uns et les autres, mais voilà, c'est une sorte de rouleau compresseur sous lequel le monde doit passer une ou deux fois par siècle et qui exerce des effets qui sont les mêmes sous toutes les latitudes et dans toutes les cultures. Et après, ça donne des choses uniques parce que chaque culture réagit différemment. Hein. Le numérique en Chine est le même que le numérique aux États-Unis, mais les effets du numérique sont différents à la réception par le régime politique chinois et la société chinoise par rapport à ce qui se passe avec le régime politique américain et la société américaine. De ce point de vue-là, la France n'est pas le meilleur endroit pour changer le monde parce que la France a une extraordinaire capacité à absorber le choc de ça, à l'étouffer et puis à rester la même sans changer grand-chose. Donc, changer le monde, ça veut aussi dire découvrir le monde, parcourir le monde. On est tous plus ou moins libres de le faire, alors pas beaucoup en temps de pandémie. Après, ça dépend de la famille, du conjoint, des enfants, etc. Mais moi, le conseil que je donne à des jeunes comme vous, pardon, c'est un peu caricatural, mais c'est vraiment partez chercher des opportunités de travailler en Asie de l'Est, en Afrique, dans des pays où le rythme du développement est encore tel que ça libère des potentialités extraordinaires. En fait. Merci beaucoup, super inspirant. Du coup, il est déjà 49. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Est-ce que tu as le temps de les prendre ou tu dois y aller? J'ai encore 5-10 minutes. 5-10 minutes. Bon, alors je vais juste peut-être les synthétiser. Du coup, alors, on a déjà parlé de se lancer. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre de se constituer une épargne, donc de travailler peut-être dans des grandes entreprises, en finance, etc., où il faut se lancer directement, il n'y a pas besoin de financement personnel? Et enfin, tu as parlé finalement de s'expatrier. Bon, alors en Asie du Sud-Est, en Afrique, est-ce que peut-être qu'il y aurait une université ou un environnement en Europe plus favorable qu'à la France? Alors oui, deux bonnes questions. Sur la question de l'épargne, enfin, les startups, alors c'est pas encore assez le cas à Paris, mais les startups globalement ce sont des endroits qui payent plutôt bien. En fait, on n'est pas trop dans le besoin en startup. On n'est pas plafonné parce que si une startup est grandie, ben, on peut très vite prendre du grade, être augmenté, avoir des stock options, etc. Bon, à l'inverse, une startup, elle n'a aucune garantie de pérennité, c'est-à-dire on peut être bien payé et puis 6 mois plus tard, on n'a plus de travail parce que la startup a mis la clé sous la porte. Donc il faut être prêt, mais en même temps, c'est un marché du travail en fait très liquide où il est très facile de rebondir. En fait, si on a bien travaillé, le mot se passe de CEO en CEO et on trouve très vite de la place ailleurs. Donc il ne faut pas vraiment s'inquiéter si on se dit je rejoins le monde des startups sur sa situation financière. Si on veut devenir entrepreneur, c'est une autre affaire. Mais en fait, l'expérience montre, c'est très paradoxal que les entrepreneurs qui abordent leur aventure entrepreneuriale avec une épargne personnelle, en général, ils commencent par dilapider cette épargne dans la première itération de leur effort pour créer une entreprise. Et une fois qu'ils n'ont plus rien, là, ils sont soumis à une pression telle que
enfin, les choses commencent à marcher. Donc, l'épargne, elle a l'air d'être un filet de sécurité. En réalité, c'est plutôt une malédiction qui repousse l'échéance de cette espèce de mise sous tension totale. Et c'est pour ça que, en fait, le conseil qu'on donne aux entrepreneurs, c'est non, si tu as beaucoup d'épargne personnelle, ne deviens pas entrepreneur parce que tu vas la dilapider et il ne va rien en sortir. C'est d'ailleurs pour ça que les entrepreneurs préfèrent lever des fonds d'autres personnes, parce que enfin, c'est une très mauvaise pratique d'investir son propre argent dans sa startup, parce qu'on perd les checks and balances. En fait, on n'a pas cette corde de rappel qui est que on consomme le capital des autres, on utilise le capital des autres, et donc on doit leur rendre des comptes, et ça crée cette tension vertueuse entre les gens qui ont mis leur capital à risque et puis ceux qui jouent avec pour essayer de régler des problèmes. Si on est au debout de la chaîne, si on a mis son capital à risque et qu'on joue avec, on est victime de plein de biais cognitifs qui font que ça mène nulle part. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Après, je dirais qu'il faut spécialement se méfier des discours. Une fois, j'étais dans un restaurant à Paris et je ne sais plus avec qui j'étais, mais avec la personne avec qui je déjeunais, on était horrifiés par la conversation qui avait lieu à la table d'à côté entre deux dames qui avaient peut-être la quarantaine, la cinquantaine, et qui avaient de toute évidence toutes les deux des enfants, de jeunes adultes. Et l'une d'elles disait, oui, moi, ça m'inquiète, ma fille, je ne sais plus comment elle s'appelait, se pose pas, j'ai peur qu'elle arrive. Donc moi, je l'incite, on lui fait un apport pour l'inciter à s'acheter un appartement. Comme ça va l'ancrer. Et une fois qu'elle aura un appartement, qu'elle aura acheté, avec l'apport apporté par les parents, ça va l'obliger à rembourser chaque mois une mensualité d'emprunt immobilier. Et donc, ça va la forcer à se poser, à prendre un travail stable. Voilà. Et donc, nous, on était là, on était horrifiés, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce discours? En fait, c'est vraiment l'équivalent d'attacher un boulet au pied d'une personne alors qu'elle vient à peine de finir ses études et de lui dire, non, maintenant, ta vie va être gouvernée par cette obligation récurrente de payer une mensualité d'emprunt, en fait. Et là, on perd la flexibilité et ça empêche de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, pas la peine d'avoir beaucoup d'épargne, mais attention à ce genre de boulets au pied qui font que c'est beaucoup plus difficile après de sauter le pas, en fait, de tenter sa chance. Et comme dit Jeff Bezos, de minimiser ses regrets. Lui, il explique que c'est comme ça qu'il a pris la décision de faire Amazon, alors qu'il travaillait dans un hedge fund, qui gagnait beaucoup d'argent. Il a dit, oui, mais si je ne me lance pas maintenant, je sais qu'à l'âge de 80 ans, quand je me retournerai sur ma vie, je regretterai profondément et douloureusement de ne pas avoir pris cette décision. Donc, il faut se ménager les conditions pour prendre ce genre de décision. Et l'une des conditions, c'est de ne pas être redevable de mensualité, etc. D'ailleurs, c'est très bien documenté par les chercheurs aux États-Unis, le fait que tout le monde emprunte pour financer ses études supérieures, fait que tout le monde arrive sur le marché du travail couvert de dettes, et ces dettes sont identifiées comme un frein majeur à l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que beaucoup des entrepreneurs, ceux qui réussissent le mieux, en tout cas aux États-Unis, sont des immigrés, parce qu'eux, ils arrivent en fait avec plein d'autres problèmes et plein d'autres obligations envers plein d'autres gens, mais ils n'ont pas cette dette qui leur pèse sur les épaules pendant des décennies. Voilà, donc ça, c'est sur comment gérer son épargne, son patrimoine et ses engagements si on veut se lancer dans le monde des startups. Sur où aller en Europe, alors, pour tout dire, donc moi, je suis parent de jeunes enfants qui ont 9 ans, 12 ans, donc on est encore loin du moment où ils vont se lancer dans des études supérieures. Mais là, je serais bien en peine. Je pense qu'ils sont perdus définitivement pour le système français, notamment pour des raisons linguistiques. Comme je le disais, ils parlent en fait maintenant mieux anglais que français. Ils ont du mal à écrire le français sans faire de faute. Donc ça se rattrape, mais voilà, en gros, les chances sont élevées, la probabilité est forte qu'ils soient toujours considérés comme des étrangers et donc maintenus à la marge du système français. Bon, ce n'est pas quelque chose que je regrette du tout. Je pense que le système français, qui est beaucoup axé sur les concours, etc., sur une sorte d'apprentissage passif et soumis et une recherche de la conformité n'est pas du tout le bon système pour préparer les gens au monde d'aujourd'hui. Et je le dis d'autant plus que moi, j'ai excellé dans ce système, plus ou moins à toutes les étapes.
et qu'en fait, j'ai réalisé après coup qu'il m'avait fallu, pour me repositionner dans le monde de l'économie numérique, désapprendre énormément de choses que j'avais appris dans ce système. Et surtout que les titres que j'avais écrits dans ce système ne servent absolument à rien. Aujourd'hui, l'inspection générale des finances, pour moi, ça résonne encore ça a encore cette sonorité extraordinaire quand je le dis, mais quand j'explique ce que c'est à l'étranger, tout le monde s'en fout en fait. Grâce à Macron, je peux expliquer un peu mieux. Je peux dire j'étais le collègue du président Macron quand il travaillait au ministère des Finances, mais les gens ne comprennent pas trop ce que c'est et surtout ils s'en fichent complètement en fait. Il y a vraiment cette méritocratie dans le monde de l'économie numérique. Et donc ça, c'est une bonne leçon en fait. Voilà, c'est une bonne leçon de réaliser que plein de choses qu'on a appris dans le système français, il faut les apprendre pour réussir, ou pour faire son nid dans le monde où les choses se passent vraiment. Et puis que, en plus, les titres qu'on a acquis ce faisant n'ont pas beaucoup de valeur. Après, où aller? Alors, j'en sais rien. Moi, aujourd'hui, si je disais à mes enfants, pour moi, l'université ne serait qu'un prétexte pour se plonger dans une autre culture, dans un autre univers. Donc, pour moi, l'idéal, ce serait pour eux d'aller étudier à l'université de Singapour, typiquement. Voilà, dans une ville très cosmopolite où les Blancs sont minoritaires, mais en même temps où tout le monde parle anglais, donc l'intégration est facile. Donc ça, pour moi, c'est l'idéal, en fait. Il faut se confronter à un sentiment d'étrangeté, se forcer à se plonger dans une autre culture, à rencontrer des gens qui viennent du monde entier. Et bon, après, ce qu'on étudie à l'université, c'est un peu accessoire, en fait. Et si c'est en Europe, force est de reconnaître que les meilleures universités en Europe, je pense, et celles qui préparent le mieux, sont les universités britanniques. Malheureusement, c'est aussi les plus chères, surtout maintenant que la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, on n'a plus accès à des tarifs privilégiés si on veut aller étudier à Oxford, Cambridge, UCL ou que sais-je. Après, je serais bien en peine de dire où est-ce qu'il faut aller d'autre. Probablement Finlande, Suède, Danemark. J'ai aucune idée de la qualité des universités là-bas. En revanche, ce sont des pays suffisamment ouverts sur le monde, très connectés au reste du monde, où tout le monde parle anglais couramment. Et donc, ce sont des univers beaucoup plus intéressants que la France ou l'Allemagne, ou l'Espagne ou l'Italie. Après, il y a peut-être une mention spéciale pour la Suisse, qui a elle aussi d'excellentes universités, et puis qui a cette tradition un peu de neutralité qui, par construction, la connecte au reste du monde. Mais voilà, donc c'est les vagues conseils que je pourrais donner, mais moi, je ne suis même pas sûr, quand mes enfants atteindront cet âge, que je les pousserai forcément à faire des longues études supérieures. Je les pousserai surtout à explorer le monde et à mettre en pratique, et à se confronter à la pratique le plus vite possible. Tout ce qu'on doit apprendre pour être un meilleur praticien, ça s'apprend maintenant sur le tas, sur YouTube, via les réseaux sociaux. Ce qu'il faut, c'est l'ambition et la discipline et la capacité à apprendre. Mais ça, je ne sais pas si ça s'apprend dans les universités. Voilà. Merci en tout cas pour ces informations et d'avoir accepté finalement d'avoir cet échange avec les étudiants. Du coup, je pense qu'il y a encore quelques questions, mais il est déjà 19h, donc on va peut-être devoir te laisser. Je pense que voilà, tu es ouvert s'ils veulent te contacter via Twitter, via mail. Je pense que s'il y a vraiment besoin. Oui, tu peux partager. Attends, je mets mon adresse mail là. Le mail, c'est le plus facile c'est le plus sûr parce que je réponds à tous les mails en général dans 24 heures. Alors que sur les autres canaux, l'expérience montre qu'on oublie qu'il y a un message en attente et ça peut rester sans réponse. Très bien, voilà, par mail, c'est dans le chat. Du coup, merci pour tout. Et puis très bonne soirée. De rien, merci c'était un plaisir. C'était super enrichissant, je pense. Accueilli. Et bien à bientôt, j'espère. À bientôt, avec plaisir. Tchuss. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.